Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, toi, tu vas nous parler d'un individu louche, un certain monsieur Sfilotto. Sinistre personnage. Sinistre personnage. Puis moi, pour rester un peu dans le sinistre, je vais continuer sur ma série sur les présidents des États-Unis, les assassinats ou tentatives d'assassinat de présidents des États-Unis. La semaine passée, plutôt, on a vu Jackson, on a vu Lincoln, on a vu Garfield. Là, on est rendu en 1900. On finit le 19e siècle avec William McKinley. Alors, président républicain, élu en 1898, réélu en 96, réélu en 1900. Il a soutenu le tarif Dingley, c'est un tarif qui avait été voté en 1897 pour protéger les fabricants et les ouvriers d'usines contre la concurrence étrangère, donc un tarif protectionniste. Il a obtenu réussi à faire une loi pour laquelle la monnaie serait désormais basée sur l'or, étalon or seulement, et non plus or et argent comme on faisait auparavant. Ça va affecter durement certains pays latino-américains qui avaient des mines d'argent, comme le Mexique, entre autres, qui servaient à imprimer la monnaie américaine. Il espérait, il a fait semblant d'espérer, de convaincre l'Espagne de concéder l'indépendance à Cuba, où il y avait une guerre civile, une révolte indépendantiste en cours. Mais bon, les négociations ont échoué. Il y a un bateau, le Maine, qui a explosé dans le port de la Havane, un bateau américain. On a déclaré la guerre à l'Espagne et c'est là que les États-Unis vont remporter une victoire rapide et décisive en quelques mois. Et là, l'Espagne va céder aux États-Unis presque toutes ses colonies d'outre-mer, Porto Rico, Guam, les Philippines, et Cuba va se faire promettre l'indépendance, mais va rester sous le contrôle de l'armée américaine jusqu'en 1902, puis après, ils vont avoir un amendement dans leur constitution, voté aux États-Unis, qui permet aux Américains d'intervenir dans Cuba pour protéger la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Donc, un protectorat, autrement dit. Ouais. Donc, les États-Unis, sous McKinley, deviennent une grande puissance internationale ailleurs que seulement en Amérique. Donc, les États-Unis vont annexer en plus la République indépendante d'Hawaï en 1898, toujours sous McKinley. Ça devient un territoire américain. En mars 1901, William McKinley et son épouse Ida entreprennent une tournée de 6 semaines à travers le pays, qui doit se terminer par une visite à l'exposition panaméricaine à Buffalo, dans l'État de New York. Alors, le 5 septembre, McKinley va prononcer son discours sur le site de l'exposition devant une foule de 50 000 personnes. C'est un des premiers essais de micro, si je me souviens bien d'ailleurs, qui se fait à ce moment-là. Mais dans la foule, il y a un dénommé Léon Czolgosz, j'espère que je le prononce comme il faut, d'origine croate, militant anarchiste, qui, depuis 1898, a une liste de chefs d'État à assassiner. Il faut comprendre que le mouvement anarchiste, si on peut même appeler ça comme ça, parce que par définition, c'est un peu anarchique, c'est un mouvement qui, avec une idéologie qui prône l'abolition non seulement de la propriété privée, comme les communistes, mais de l'État complètement. Et que la société serait basée sur des associations libres. Là où le mouvement se divise, c'est sur la question de la violence. La plus grosse partie du mouvement anarchiste est pacifiste. Mais il y a une faction qui prône l'action directe. On appellerait ça du terrorisme aujourd'hui. Donc, lui a entendu un discours qui l'a galvanisé d'une anarchiste célèbre, Emma Goldman, à Cleveland. Et là, il décide de passer à l'action. Il avait réussi déjà une fois de s'approcher du podium présidentiel, mais il n'avait pas tiré parce qu'il n'était pas assez proche, il était incertain de toucher sa cible. Après son échec à se rapprocher suffisamment, le 5 septembre, il attend le jour suivant. Le jour suivant, là, au Temple de la musique, sur le site de l'exposition, le président doit rencontrer le public. Serrer des mains, mais bon. Alors, Czolgosz
cache son arme dans un mouchoir et lorsqu'il arrive au bout de la file, tire deux fois dans l'abdomen de McKinley à bout portant. Les docteurs, là encore une fois, Czolgosz va se faire arrêter tout de suite. Les docteurs cherchent la balle, la trouvent pas. Et encore, comme avec Garfield, on charcute le président pour essayer de trouver la balle. On aggrave ses blessures. À l'exposition, il y a une... Arrivé avec Lincoln aussi, hein? Oui, un peu. Mais Lincoln, il est mort beaucoup plus rapidement. Mais là, à l'exposition, il y a un nouveau gadget. Ça s'appelle une machine à rayon X. Ah. Mais il n'y a personne qui a l'idée de s'en servir. Et là, après 2 semaines d'agonie, le 14 septembre, McKinley va décéder. C'est Theodore Roosevelt qui va devenir le président, qui était vice-président jusque-là. Czolgosz clame être un anarchiste et un disciple d'Emma Goldman. Là, c'est la chasse aux anarchistes dans le pays. Il y en a des douzaines qui vont être arrêtés, mais on ne trouvera aucun lien entre aucun d'entre eux et Czolgosz qui a agi seul, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui un loup solitaire, ou que d'autres appelleraient tout simplement un loose cannon. Le 24 septembre, c'est le procès de Czolgosz qui va durer, donc on est 10 jours après la mort du président. Le procès va durer 8h26, parce qu'on a des témoins qui l'ont vu faire en masse. Czolgosz est condamné à, encore une nouvelle invention, la chaise électrique. Ouais. Et il va être exécuté le 29. Il va être un des premiers candidats, entre guillemets, à être exécuté à la chaise électrique. Alors ça, c'est l'histoire du président McKinley. Wow. Et celui qui va lui succéder, ben, c'est Theodore Roosevelt, qui va continuer pas mal dans la lancée de McKinley, mais avec beaucoup plus de fougue, on pourrait dire. Ah. Et va être, lui-ci, les gens en Amérique latine n'aiment pas beaucoup Theodore Roosevelt. Ils n'ont pas un très bon souvenir de ses politiques envers l'Amérique latine. Il va y avoir un autre attentat en 1933 contre l'autre Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Oh, oui. Élu en 1933, le 15 février, il est à Miami en visite. Il roule en voiture ouverte et il est à côté du maire de Chicago, en fait. Et là, il y a un briquetier au chômage appelé Giuseppe Zangara qui monte sur un banc public et pointe un pistolet sur le président pendant que l'auto passe. Mais là, il y a une femme nommée Lillian Cross de Miami qui le voit faire, qui attrape le bras de l'homme et le fait dévier. Et là, lui, il tire, continue à tirer, frappe 5 autres personnes, dont le maire de Chicago, Anton Chermak, qui va décéder de ses blessures. L'agresseur dit à la police qu'il est anarchiste. Dans la semaine même, il est jugé et condamné à 80 ans de prison. Mais lorsque le maire de Chermak décède, un deuxième procès pour meurtre, et là, il est condamné à mort, électrocuté le 20 mars, moins d'un mois après l'attentat. Là, on a des théories du complot qui vont apparaître. Une en particulier, mais qui n'est peut-être pas une théorie du complot, justement. C'est que il paraîtrait, d'après certains qui étudiaient la mafia, le crime organisé à l'époque, que dans l'organisation d'Al Capone, le outfit, comme on l'appelait, il y a beaucoup de gens qui ont parti à rire quand ils ont entendu dire qu'on avait visé Roosevelt et qu'on avait tué Chermak. Parce que la mafia de Chicago voulait la tête de Anton Chermak, qui est un candidat qu'ils avaient soutenu à la mairie de Chicago, et qui s'était retourné contre eux une fois au pouvoir. Et donc, il y a beaucoup d'idées beaucoup de gens qui disent qu'en réalité, que c'était pas, qu'il n'a pas été raté. Peut-être que c'est même pas une balle de Chermak qu'il a reçue. Les balles sont peut-être perdues, puis il y avait peut-être un tireur qui, lui, visait Chermak, on ne sait pas. Que c'était peut-être pas une balle de Zangara. Bref, il y a un flou, il y a une théorie. Mais là, on a un président aussi qui s'est mis à dos d'autres nations, là. Oui, mais là, il venait d'arriver. Là. Il n'avait pas commencé encore Roosevelt. Il venait d'être élu, là, la principale... c'est vrai, c'est le deuxième Roosevelt, là. Oui. OK. Et lui, il venait d'être élu, Franklin Delano Roosevelt. FDR. Et la principale préoccupation à cette date-là, c'était la crise économique, en fait.
Donc, c'est... Il y avait sa place. Ça aurait pu être carrément un nihiliste ou un anarchiste. C'est ça. C'est peut-être... Probablement. C'est possiblement, Ouais, probablement Dijon, ça. t'es encore un loose cannon, comme tu C'est disais. ça. Là. Et l'autre suivant, une autre tentative, ce coup-là, mais qui va rater, Harry Truman, qui succède à Roosevelt en 1945. On se souvient que Franklin Roosevelt meurt vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, reste encore quelques mois. Truman qui est jeté en pâture parce qu'il arrive et il est au courant de rien. Et là, parce qu'il n'était pas censé devenir président, on l'avait mis au courant de rien, même la bombe atomique. C'est lui qui a eu à décider d'utiliser la bombe atomique, mais avant d'être président, il ne savait même pas qu'il y avait un projet là-dessus. Il ne savait pas ce que c'était. Alors, et dans les premières années du mandat de Truman, les architectes s'aperçoivent que la Maison-Blanche est sur le bord de s'effondrer. Parce que pendant des années, comme elle n'appartient pas au président, les présidents ne payent, mais on laissait le président payer pour l'entretien. Alors, les présidents, sachant qu'ils sont là pour 8 ans, ont tendance à pas faire d'entretien. Donc, c'est Mme Roosevelt qui va être la première à sonner l'alarme. Et là, en 48, on dit non, là, il faut absolument faire des travaux. Et là, pendant les travaux, qui sont considérables, Truman déménage à ce qu'on appelle la Maison Blair, qui est de l'autre côté de la rue. En fait, de la 5e, de l'autre côté de la rue à Washington. Le 1er novembre 1950, deux nationalistes portoricains, Griselio Torresola et Oscar Collazo, se ruent vers la Maison Blair de deux directions différentes en tirant sur les 3 gardes qui ont à l'entrée. Il y en a un qui est blessé. Eux autres, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'entrer et de tuer le président pour l'indépendance de Porto Rico. Alors, Collazo entre dans le vestibule, mais il est blessé par le feu des 2 autres gardiens. Et là, il est pas mort, mais il est incapacité. Torresola abat un des autres gardiens, mais Leslie Coffett. Mais avant de mourir, Coffett a le temps de tirer et réussit à abattre Torresola. La fusillade a duré 3 minutes et 27 coups de feu ont été tirés pendant ces 3 minutes. En entendant les coups de feu, le président a voulu aller voir à la fenêtre ce qui se passait. Ses aides l'ont ramené à l'intérieur assez vite. Là, Collazo va être condamné à mort. Mais le président, là c'est intéressant, Truman va commuer sa sentence en prison à vie. Truman est opposé à la peine de mort. Je pense que c'est le dernier président à avoir dit ouvertement qu'il était opposé à la peine de mort aux États-Unis. Alors ça, c'est notre deuxième attentat. C'est surprenant le nombre de présidents quand même. Là, je savais qu'il y en avait 2, 3, là, mais wow. C'est ça. Évidemment, en 1963, John F. Kennedy. Alors, John F. Kennedy a été élu en 1960. Lee Harvey Oswald, on sait, ex-marine, communiste, parti vivre en URSS pendant un bout de temps, qui a épousé une citoyenne soviétique, Marina Prusakova, revient au Texas avec elle, là-bas, souvent, a de la misère à garder un boulot, et milite pour mettre fin au conflit avec Cuba. Tente d'assassiner un général, le manque, réussit à se sauver, parle de détourner un avion vers Cuba, et finalement, bon, je vais vite, mais tout le monde, je pense, a entendu parler de l'histoire. Le 22 novembre, du haut du dépôt de livres, il tire sur le président et le tue instantanément. Se sauve, abat un policier, est finalement arrêté, refuse de parler et est abattu par Jack Ruby, un pégreux de Dallas 2 jours plus tard. Là, je ne m'étendrai pas plus là-dessus parce que des théories du complot sur l'assassinat de John Kennedy, c'est une industrie. Tout le monde y passe. Là. C'est ça, c'est une industrie. Johnson, le vice-président, ça serait le dernier qui serait... Je pense qu'il y a moins de gens qui n'ont pas été accusés, qui n'ont pas été soupçonnés que Jack il l'a été. Il y a eu quelques tentatives depuis, dont un des plus bizarres, Gerald Ford. Lui devient président après la démission de Nixon en 1974. Le 5 septembre... Et là, il faut dire, Gerald Ford, c'est à peu près le plus drabe et ennuyeux de tous les présidents des États-Unis. On se demande comment quelqu'un peut l'haïr assez pour vouloir le tuer, ou pour l'aimer d'ailleurs. C'est un démocrate. Non, c'est un républicain. C'est un républicain. 5 septembre 1975. Il prend un bain de foule à l'extérieur du Capitole de Californie, serrant des mains, etc. Et là, une jeune femme pointe un pistolet sur lui.
Mais les agents du service secret sautent sur elle tout de suite. Le coup part même pas. Il y avait 4 balles dans l'arme, mais aucune dans le canon. Non. La jeune femme, c'est Lynette Alice Fromm, ex-disciple de Charles Manson. Oh, OK, ouais. Et elle va déclarer comme motivation qu'elle n'aime pas la façon dont Gerald Ford gouverne. Quand les gens vous traitent comme une enfant et ne vous écoutent pas, il faut faire quelque chose. Elle va aller en prison à vie, évidemment. 3 semaines plus tard seulement, Ford sort d'un hôtel à San Francisco. Une femme de l'autre côté de la rue sort un 38 et le pointe sur le président. Un ex-marine nommé Oliver Sipple, qui se trouve là, lui fait sauter l'arme des mains. Les agents s'emparent de Ford, le portent littéralement comme une valise dans sa limousine, pendant que d'autres maîtrisent la femme. Elle s'appelle Sarah Jane Moore, une ancienne indicatrice pour la police, et qui dit ne pas savoir pourquoi elle a tiré sur le président. Elle voulait... Alors ça serait de l'or pour les théories du complot. Absolument. Il y a une zombie hypnotisée, c'est pas. Sauf que j'imagine que Ford n'est même pas assez intéressant pour ça. J'ai vu très peu de choses là-dessus. Donc les 2 femmes... Mais tu sais, 2 en 3 semaines. Des femmes. Des femmes. En plus, il y avait un problème avec les femmes. C'est ça. Ronald Reagan. Ouais. Élu en 1980, 30 mars 81, après un discours à l'hôtel Hilton à Washington, sort de l'hôtel avec sa suite. Un reporter pose une question. Le secrétaire du président, James Brady, s'approche du reporter pour répondre. C'est là que John Hinckley Jr. sort son arme et tire 6 balles. Une va atteindre James Brady en plein front, va rester paralysé d'ailleurs. Une autre frappe un policier. 2 balles qui se perdent. La 5e ricroche sur la limousine du président et le frappe à la poitrine. Un agent pousse Reagan dans la limousine, lui fait un bouclier de son corps, ordonne au chauffeur de partir, on l'amène à l'hôpital. Des agents et des badauds se ruent sur Hinckley et vont le maîtriser. On voit que Reagan crache du sang, on l'amène à l'hôpital. Les médecins extraient la balle qui est à 1 pouce de son cœur. Il va se rétablir. John Hinckley Jr., lui, il avait vu le film Taxi Driver, où un homme devient justicier puis s'en va tuer du monde pour sauver une jeune prostituée jouée par Jodie Foster. Lui, il était obsédé par Jodie Foster. Il voulait attirer son attention. Alors, c'était ça, sa motivation, lui. Wow. Il va être jugé, il va être trouvé non coupable pour cause de maladie mentale et interné. Il va être autorisé à sortir en 2021. C'est la première fois qu'on va parler d'armes à feu à cause de ça. On va avoir une loi, la loi Brady en 1994, qui va être adoptée par Clinton, cependant, qui exige une période de 5 jours d'attente pour qui veut acheter une arme à feu pour permettre à la police d'enquêter, ce qui se fait très rarement. Ouais. Bill Clinton, une tentative aussi, 1994, un homme, Francisco Martin Duran, tire vers la Maison-Blanche avec une carabine. Il va être maîtrisé par les touristes présents et condamné à 40 ans de prison pour tentative de meurtre. Il est accusé d'avoir tenté d'assassiner le président Clinton. Il a plaidé non coupable, présenté une défense de démence, affirmant qu'il essayait de sauver le monde en détruisant une brume extraterrestre reliée par un cordon ombilical à un extraterrestre dans les montagnes du Colorado. Le jury n'a pas acheté ça et en 1995, après 5 heures de délibération, les jurys vont le reconnaître coupable et il va être condamné à 40 ans de prison fédérale. C'est la dernière tentative sur un président d'exercice. Évidemment, on a vu Donald Trump depuis, puis bon. Alors voilà, je me suis étendu un petit peu, mais c'est la liste des présidents qui ont été victimes de tentatives, parfois réussies, d'assassinat. Mais toi, tu vas nous parler de quelqu'un qui est justement là-dedans, les assassinats. Exactement. Tous ceux dont tu as parlé, c'était des tueurs idéologiques, appelons de même. C'était des nihilistes, des anarchistes. Des communistes, etc. Et puis une couple de disjonctés aussi, là, qu'eux autres, là, vraiment, là, comme le dernier, que tu as mentionné, avec le cordon ombilical, là, etc. Dans le cas de Anthony John Spilotro, qui est décédé en 1986, il était venu au monde en 1938, c'est pas la même chose. Dans le sens que là, on a affaire à un psychopathe. Là, on parle de la mafia, le Chicago Outfit. Quand
tu viens au monde dans un milieu qui est déjà du crime organisé. La famille Spilatro, il était 4 frères. Il y en a 3 qui ont suivi le crime organisé, puis le 4e est devenu dentiste. Puis quand je disais ça, je me posais la question comment il a vécu ça. Oui. Alors que là, on est, par exemple, à l'époque, en 1953, alors que Tony Spilatro est en train de monter, ni plus ni moins, dans les degrés de la mafia. Ce qui l'a amené à commettre ça, c'est un meurtre qui a été fait pour les patrons du Chicago Outfit. Avant ça, lui, c'est un petit criminel à la semaine. Il pratiquait les rackets, entre autres, l'extorsion, et puis il travaillait pour les familles puis les patrons de la mafia. Là, il y a une chose, c'est que la mafia avait une règle d'or, à part l'omerta. Aucun assassinat qui n'est pas autorisé par la famille. Puis c'est ce qui s'est produit. Il y a eu une chicane entre des mafiosos. Il y a eu un assassinat. Alors, les chefs doivent donner l'exemple et puis ils vont faire appel à notre ami Spilatro pour régler ça. Trouver qui a commis le meurtre, puis après ça, faire l'exemple en question. Il va réussir à le faire. En mettant, par exemple, la tête d'un gars dans un étau. D'ailleurs, la vie de Spilatro a été reprise au cinéma par Martin Scorsese dans un film qui s'appelle Las Vegas, si je me trompe pas, au Casino. Okay. Casino, oui, OK. Bon, ben, il y en a, c'est carrément l'histoire de ça. Ce qui me frappe, là, pourquoi que je parle de cette histoire-là, c'est un peu comme à l'époque, on avait Allopolis, Photopolis, le monde interlope, la mafia, surtout à Las Vegas. Là, avant l'apparition de cette ville qui a été finalement une ville champignon, il y avait sur la frontière entre la Californie puis le Nevada, le Carnival Lodge, qui était un hôtel très, très somptueux, dans lequel Frank Sinatra avait des intérêts. Et puis, à cause qu'il était à mi-chemin entre le Nevada et puis la Californie, le gambling était permis. Alors là, ben, des amis italiens de Chicago, etc., ont commencé à fréquenter l'endroit. Puis là, ils se sont aperçus qu'il y avait une fortune à faire. Parce que la construction du barrage de Hoover Dam, il y a la municipalité qui était de Las Vegas, le ruisseau, c'est ce que ça veut dire, est devenu, a connu une croissance, puis une explosion. Alors là, eux autres ont financé le Strip, c'est-à-dire les casinos, où sont les casinos. La vache à lait du Outfit de Chicago, c'était justement 2 ou 3 de ces casinos. Et puis leur méthode, c'est ce qu'ils appelaient d'écrémer par le dessus. C'est-à-dire, une fois que l'argent était généré, il y a un représentant, un fier à bras, enforcer, qui se présentait avec la valise et qui prenait l'argent avant qu'à la salle de comptage, puis que ça soit rentré dans les livres. Donc, il prenait ça sur le top, c'était de l'argent qui était blanchi, ça s'en allait directement dans les coffres de Chicago. Aussi, à l'époque, la corruption, c'était présent incroyablement. À Las Vegas, la commission des jeux, la police, et puis même le bureau local du FBI était sous le contrôle de la mafia. C'était très puissant, c'était le cas aussi à Chicago. Et alors, puis, pour en revenir à Spilatro, donc... Lui, il est là-dedans, là. Donc... oui, puis il portait le nom de la fourmi. Il était très de petite taille, mais il n'était pas la fourmi au niveau de ses actions parce que là, il a tellement bien fait pour la mafia, le Outfit, qu'ils l'ont récompensé en faisant de lui leur fier à bras à Las Vegas, qui était une promotion. Mais ils vont quelquefois être victimes de leurs ennemis, mais la plupart du temps, ils vont être victimes de leurs amis. Et le temps file, alors voilà. On arrive à... je crois que là, il y a beaucoup à dire. Lui, c'est ses amis qui l'ont eu. Pour la raison, c'est qu'il a déplacé trop d'air. Il a attiré trop l'attention sur Las Vegas. Et puis, il a fini, finalement, comme il a voulu. Comme il a fait périr ses victimes. On aurait beaucoup plus à dire. On a encore un petit peu de temps. Juste nous dire justement comment
ce qui l'a amené et comment il a fini. Spilotro, il a fini par se heurter à ses supérieurs à Chicago à cause de la gestion de leur affaire à Las Vegas. Il avait l'intention de se venger des policiers en assassinant des policiers. Oh. Et ça, c'est interdit. Et puis là, il commençait à passer outre à ça. Il l'a pas fait d'ailleurs, mais ils ont organisé l'assassinat. Après ça, il y avait un groupe qui s'appelait le Hole in the Wall. Ça, c'était sa bande de criminels organisés là, à Las Vegas. Eux autres, ils commettaient des larcins dans les bijouteries, entre autres. Et puis, c'était très, très, très payant. Mais par contre, ils se sont fait prendre, évidemment, parce que tu peux pas continuer tout le temps. Puis, s'il a été marqué la fin de Spilotro, c'est carrément la disparition de la corruption à tous les niveaux. Lorsqu'ils ont enlevé, par exemple, la corruption au niveau de la police de Las Vegas, du FBI et de la commission des jeux. Ça, c'est ce qui s'est produit quand les gros casinos thématiques sont arrivés financés par MGM, et puis Disney, par Howard Hughes. Oui, alors eux autres, c'était à condition qu'on nettoie la ville. Exactement. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que il attirait l'attention. Puis là, les chefs ont eu peur parce qu'ils s'étaient fait prendre. Donc, il allait passer en cours, puis il était certain qu'il ne supporterait pas l'omerta. D'ailleurs, il avait déjà tué de ses collègues qui, eux autres, n'avaient même pas parlé, mais ils étaient tellement paranoïaques. Là, on parle de psychopathes. Oui. Puis ce qui est fascinant dans ces gens-là, c'est qu'ils ont une vie de famille absolument pratiquement normale. C'est ça. Il y a une espèce de scission entre les horreurs qui sont accomplies dans leur vie, leur double vie. Et donc, on l'a éliminé. On l'a éliminé, mais d'une façon absolument horrible, avec ses deux frères. Ça, c'est sa fin a eu lieu en 1986, scellé alors à l'emprisonnement disons, d'autres mafiosos qui ont dénoncés puis qui ont parlé. Ils sont fait absolument massacrés. Pour donner un exemple, ils ont été enterrés à une place dans le désert, mais ils ont fini par trouver les corps, puis ils ont servi de message, ni plus ni moins. Mais si on avait pu un peu s'étendre sur le sujet, là, c'est surtout la personnalité de ces gens-là qui est incroyable. On voit ça encore aujourd'hui, d'ailleurs. Là. Cette double personnalité, cette double vie. Alors, ils connaissent une fin... écoute, on s'attire ce qu'on est. Mais c'est notre fin à nous aussi, oui. En ce moment. Alors... Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.